Bonjour tout le monde, bonjour Amanda et les élèves. Donc on va parler de biodiversité aujourd'hui. Moi je suis professeur à l'université Laurentienne et j'ai deux volets à mon travail. J'enseigne des élèves qui arrivent à l'université en première, deuxième, quatrième année et quelques cours pour ceux qui font une maîtrise ou un doctorat. Euh, et j'ai tout un volet où je fais de la recherche. Et ma recherche, ça touche essentiellement à l'étude de la biodiversité. Alors, je ne peux pas étudier tous les organismes qu'il y a sur la planète. C'est un peu difficile quand on est à Sudbury d'étudier les singes ou les baleines, mais il y a plein d'organismes intéressants autour de nous qui m'aident à comprendre qu'est-ce qu'est la biodiversité, comment on peut la protéger et quelles sont les menaces actuelles qui s'y attachent. Donc, ce que je propose, c'est que je vais faire un petit récapitulatif de la biodiversité et je vais couvrir quelques éléments importants et puis après, on pourra discuter exactement de ce que je fais moi et comment chacun d'entre vous peut se rendre utile par rapport à la biodiversité. Donc, si ça marche comme d'habitude, je dois pouvoir partager un élément de mon... Donc, c'est quoi la biodiversité et qui s'en occupe? Quels sont les gens qui travaillent sur la biodiversité? Donc, vous voyez, j'ai mis des belles photos là. On a des ours polaires qui sont évidemment canadiens, mais on a aussi des animaux des tropiques comme le lézard, les zèbres, les flamants roses. Et moi, mon intérêt particulier, dont je vous parlerai un peu plus tard, c'est les grenouilles. C'est vraiment là-dessus que je travaille le plus. Les amphibiens en général, grenouilles, crapauds, salamandres. Alors, la biodiversité, comme vous avez dû le voir dans votre cours avec Madame Lemieux, il y a vraiment trois niveaux auxquels on peut s'attacher. Souvent, on pense à la biodiversité comme l'ensemble des espèces qu'il y a dans un milieu. Donc, ça serait la petite photo du milieu. On a des souris, des limaces, des champignons, des plantes. Mais la biodiversité, il y a vraiment trois niveaux qui sont importants à comprendre. Le premier niveau, c'est la diversité génétique qu'on a dans une population. Le fait que vous et moi, on fait partie de la même espèce humaine, mais on est différents génétiquement. On n'a pas le même code génétique et donc on a des traits de caractère qui sont différents. Moi, je suis relativement grand avec des yeux bruns. Il y en a certains d'entre vous qui sont blonds aux yeux bleus, plus petits. Il y en a qui courent très vite, donc qui sont meilleurs pour faire des jeux de société. Donc, on a tous des différences génétiques qui fait que rien que là, dans la population humaine, il y a une diversité qui est importante. Et après, quand on mélange toutes les espèces dans un milieu, on a cette diversité des espèces, la diversité spécifique, qui constitue le deuxième niveau de biodiversité. Et après, quand on mélange toutes les communautés, donc je vous expliquerai dans 2 minutes, on reviendra sur le terme de communauté, c'est l'ensemble des espèces au sein d'un même milieu. Quand on mélange toutes ces communautés, donc la petite diapositive d'en bas, à une communauté où on a plutôt des arbres et des fougères sur la gauche, après on a la communauté de la rivière, donc des espèces bien différentes, et à droite, des arbres feuillus qui ne présentent pas les mêmes espèces de plantes et d'animaux. Quand on mélange toutes ces communautés, ces écosystèmes, on a le troisième niveau de biodiversité. Donc, trois niveaux importants où on peut retrouver de la diversité et qui rendent les choses à la fois très compliquées à étudier et très intéressantes parce que tout interagit entre. Donc, ces trois composantes-là, d'après vous, dans quel groupe on trouve la plus grande biodiversité? Est-ce que les élèves nous entendent ou pas? Est-ce qu'ils peuvent interagir? Devrait être capable sur un chat, mais je ne vois pas le chat comme c'est là. Alors, je vais vous demander à vous, Madame Lemieux, d'après vous, dans quel groupe on trouve la plus grande biodiversité? Donc, moi, je vais dire que ce serait dans le troisième avec les communautés. Oui. Et plus particulièrement dans les endroits où il y a beaucoup d'insectes. Le groupe des invertébrés, donc là, j'ai pris vraiment très peu, je crois qu'il y en a 4 par 4, il y a 16 diapositives avec des insectes, mais si on regarde vraiment toutes les espèces, les insectes, sur mon camembert, là, sur mon pie chart en anglais, tous les insectes, ça représente plus d'un tiers de toutes nos espèces. Et quand on rajoute les bactéries avec, bactéries et insectes, on a 70% des espèces qui sont connues. Et il y a encore beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas. Et si on regarde ceux qu'on connaît le plus autour de nous, qu'on voit facilement dans nos jardins, les mammifères et les oiseaux, finalement, ça fait moins de 1% de toute notre biodiversité. Donc, on a
on a vraiment une vue très biaisée de ce qu'est la biodiversité parce qu'on est attiré, on voit dans les livres quand on grandit à l'école, surtout des informations et des histoires sur les mammifères et les oiseaux. Et c'est un tout petit pan de la biodiversité mondiale de la planète. Donc, il y a plein d'autres choses à étudier et à comprendre et plein d'autres choses qui interagissent entre elles pour créer ce qu'on a autour de nous. Donc, je vous ai parlé des 3 niveaux importants, mais quand on fait de l'écologie, souvent, on est obligé de s'attacher à un niveau en particulier. Et donc là, j'ai redécoupé la vie depuis les molécules. En haut, on a une molécule d'ADN. Vous avez dû faire un petit peu de génétique déjà. Donc, les molécules d'ADN, en haut, c'est ce qui crée la vie. À partir de là, on a des cellules, on a des tissus comme les tissus musculaires, les os, des organes, le cœur, le foie, les poumons. Et après, on a des organismes, donc des individus. Et ensuite, on augmente la complexité en passant aux populations, aux communautés, aux paysages, aux écosystèmes et à l'ensemble de la planète. Et donc, tous ces niveaux-là, c'est des niveaux qui sont un peu plus complexes à chaque fois parce qu'il y a de plus en plus de relations qui mélangent les organismes et les éléments les uns avec les autres. Et donc, toutes les questions qu'on pose en termes d'écologie pour étudier la biodiversité, on peut les poser à différents niveaux. Donc, je vais vous faire voir quelques exemples de là où c'est intéressant. Par exemple, quand on regarde un individu comme une plante, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est sa relation avec son environnement autour d'elle? Comment elle réagit quand il pleut ou quand il ne pleut pas, quand il fait sec, quand il y a du soleil, quand il n'y a pas de soleil, si la nourriture est facile à obtenir, pas facile à obtenir, s'il y a des… donc, tous ces éléments-là, c'est des questions qu'on pose par rapport à un organisme. Mais quand on mélange les organismes, quand on prend plusieurs papillons, par exemple, on parle d'une population. L'idée d'une population, c'est des animaux ou des plantes qui se reproduisent les uns avec les autres sur un espace donné. Donc, on va avoir par exemple une population de papillons autour de Toronto, puis on va en avoir une autre autour de Sudbury, une autre en Alberta. C'est des populations différentes parce qu'elles n'interagissent pas les unes avec les autres. Mais toutes ces populations-là, les questions qu'on peut se poser, là, on a un grand nombre de pingouins qui font tous partie de la même population. Ben, la question qu'on peut se poser, c'est quand ils se reproduisent, combien il y en a? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui meurent? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui naissent? Comment la population évolue? Est-ce qu'elle grossit? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'il y a des maladies qui l'affectent? Quels sont les comportements qui sont propres à cette population-là? Donc ça, c'est des questions qui, moi, m'intéressent beaucoup. C'est d'étudier la biologie et l'écologie au niveau des populations et de l'interaction des individus avec les autres. Quand on augmente la complexité, on rajoute différentes espèces pour créer une communauté. Donc là, sur la photo que je vous ai donnée, on a différents individus pour les plantes roses, on a différents individus pour les marguerites jaunes, pour les grandes fleurs oranges, les fleurs violettes. Chacune a à la fois des interactions avec les individus de sa même population, de la même espèce, et avec les autres espèces. Et donc là, quand on essaie de regarder la biodiversité à ce niveau-là, on regarde plus quelles sont les proportions au sein d'une communauté. Est-ce qu'il y a plus d'une espèce par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a une espèce qui est plus un prédateur et l'autre une proie? Au fur et à mesure du temps, quelles sont les espèces qui vont augmenter, les autres qui vont disparaître de la communauté? Donc ça nous permet d'avoir une vue un peu plus large de l'écologie sur un espace un peu plus large où on a beaucoup d'espèces qui agissent les unes avec les autres. Le niveau suivant que vous avez sans doute entendu parler, c'est l'écosystème. Et l'écosystème, cette fois, ce n'est pas seulement les individus qui agissent les uns avec les autres, mais c'est les animaux ou les plantes, plus les éléments abiotiques dont on parlait tout à l'heure. La quantité d'eau, la température, le pH, les éléments nutritifs du sol, le carbone, tous ces éléments-là, quand on étudie ça, plus les communautés, on étudie des questions au niveau d'un écosystème. Et c'est pour ça qu'une grande partie de la protection qu'on fait de la biodiversité, elle se fait au niveau des écosystèmes, parce qu'on ne peut pas seulement protéger, par exemple, une espèce de papillon si on ne protège pas son habitat qui va avec. Ça sera inutile. Donc, il faut vraiment comprendre l'écosystème en entier pour pouvoir le protéger de façon efficace si on veut protéger la biodiversité. Et après, quelques éléments qui sont un peu plus nouveaux
dans l'étude de la biodiversité, c'est l'étude des paysages. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de structures de l'environnement qui sont soit naturelles, je vous ferai voir un autre exemple après, artificielles, qui influencent sur les écosystèmes et les communautés. Par exemple, là, on a un ensemble de canaux, de petites rivières qui séparent notre paysage. Et la question, c'est comment ça influence la communauté. Par exemple, si je vous fais voir cette rivière-là, est-ce que c'est un corridor? Est-ce que ça facilite les mouvements des individus? Ou au contraire, est-ce que c'est une barrière pour les individus? Ben là, ce qui est intéressant, c'est de le regarder en fonction des espèces. Les réponses vont être différentes. Si on pense à un poisson, c'est évidemment un corridor qui lui permet de se déplacer d'un endroit à un autre. Mais si on pense à un ver de terre ou une souris, au contraire, là, on a une barrière qui va l'empêcher de se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, l'idée de paysage, c'est la structure de l'environnement et comment ça affecte les mouvements des animaux. Par exemple, je vous parlais de structure artificielle. Cette route-là, d'après vous, est-ce que c'est un corridor ou est-ce que c'est une barrière? Ben, là, encore une fois, ça dépend des espèces qu'on parle. Si on parle plutôt des animaux comme les mammifères, les renards, les souris, les tortues, les reptiles, tous ces animaux-là qu'on retrouve qui écrasés sur la route au printemps, les ratons laveurs, évidemment, évidemment, on a une barrière. Mais pour nous, les êtres humains, c'est un corridor. C'est une structure du paysage qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre, qui nous permet d'aller depuis Ottawa jusqu'à Toronto, jusqu'à Sudbury. Donc, sans ces structures-là, nous, notre espèce, on ne serait pas capable de se déplacer. On n'aurait pas colonisé des espaces de l'environnement de façon plus grande. Donc là, encore une fois, il y a deux perspectives. Est-ce qu'on se place du côté de l'espèce humaine ou est-ce qu'on se place du côté des espèces animales ou végétales? Et ça influence comment on gère la biodiversité quand on est obligé de prendre en compte justement ces différents acteurs. Et après, les deux derniers niveaux, c'est le biome. Donc, quand on rajoute le climat à toutes les composantes qu'on a expliquées jusqu'à présent. Et donc, à savoir, est-ce que l'environnement va être plutôt aride, sec ou tropical? Et ça, c'est la carte que vous avez sûrement déjà vue des principaux biomes de la planète, les déserts, les forêts tropicales, la savane. Vous voyez que nous, ici, au Canada, on a essentiellement une forêt décidue tempérée, donc avec beaucoup d'arbres à pins. Et quand on monte un peu plus haut, nous, à Sudbury, par exemple, ici, on est à la limite entre la forêt tempérée et la forêt de conifères. Et puis, plus on monte en haut, on a l'Arctique. Donc, c'est vraiment ça, c'est les trois biomes qui constituent en grande partie le Canada, avec une partie pour les provinces du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta, de ce qu'on appelle les prairies tempérées en orange ici. Vous voyez, finalement, moi, je viens de la France au départ et mon biome, il est quasiment identique au biome du Canada dans la partie Est. Et après, la biosphère, c'est donc l'étude de la Terre en général, ce qui, si vous l'avez bien compris, est très compliqué parce qu'on est obligé de prendre en compte tous les niveaux que j'ai présentés jusqu'à présent quand on veut faire de l'étude de la biodiversité. Donc ça, c'est l'échelle des différents niveaux, l'organisme, la population, la communauté, l'écosystème, le paysage, le biome et la biosphère. Et tout ça, si vous avez bien fait attention, c'est surtout des éléments au niveau de l'espace. Mais ce qu'on étudie de plus en plus maintenant, c'est la biodiversité au cours du temps. Comment la biodiversité évolue au cours des années. Donc là, je vous ai par exemple mis deux échelles de temps, à la fois l'échelle de l'espèce humaine entre les hommes préhistoriques complètement à gauche et à droite toutes les grandes villes d'aujourd'hui. Et on voit que la biodiversité, elle évolue aussi au cours du temps. Et quand on fait des comparaisons avec autrefois et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont influencé la biodiversité. On dira dans beaucoup de cas qu'on a perdu de la biodiversité et qu'on va en perdre encore plus parce qu'on n'a pas fait forcément attention à protéger les écosystèmes comme il fallait. Et dans celui d'en bas, ce qui est un peu moins connu, c'est là où il y a le plus d'espèces qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un milieu qu'on a beaucoup de mal à étudier, c'est les océans.
Et les océans, là encore, la biodiversité a beaucoup changé entre l'époque où on avait des bateaux à voile et à rame et à l'heure actuelle où on a des stations offshore pour récupérer du pétrole ou du gaz, où on est en train de mettre dans le fond des océans des espèces de… c'est un peu le même principe que les hélices pour faire de l'électricité les éoliennes pour faire de l'électricité à partir du vent. On est en train de créer les mêmes au fond des mers pour profiter des courants pour faire de l'électricité. Donc là aussi, on change beaucoup la biodiversité. Ce que vous entendez souvent quand il y a des articles sur les problèmes de l'océan, c'est toutes les pêches qui ont des filets au fond des mers, qui détruisent, pour récupérer une espèce de poisson, ils détruisent énormément de choses. Et encore une fois, comme on ne le voit pas, on n'en comprend pas bien les effets et surtout le public ne fait pas tellement attention ou n'est pas tellement au courant des effets dévastateurs de ce type de pêche dans l'océan. Ça, c'est pour finir les 6 groupes les plus affectés en termes de perte de biodiversité. Donc moi, comme je vous disais, je travaille sur les amphibiens et il y a à peu près 30% des espèces d'amphibiens, donc grenouilles, crapauds, salamandres, qui sont menacées d'extinction. Ce qui est beaucoup plus important que les oiseaux, par exemple, ou même les mammifères. Est-ce que vous avez une idée pourquoi les amphibiens sont plus menacés que les autres? Ben, la réponse est que dans leur nom, dans leur biologie, c'est des animaux qui vivent à la fois sur la terre et dans l'eau. Les poissons vivent que dans l'eau, les mammifères, la plupart, vivent que sur la terre. Et du coup, les amphibiens, ils sont attaqués, ils ont des menaces dans 2 milieux différents. Ils sont à la fois soumis aux pressions qu'il y a sur l'environnement aquatique, les océans, les rivières, les lacs, et sur le milieu terrestre, où on enlève leur habitat, on détruit les forêts, on fait beaucoup d'agriculture. Donc, ils ont beaucoup plus de pression que certains autres groupes d'organismes vivants, qui fait que c'est eux qui sont le plus menacés. Et donc vous, si vous voulez jouer un rôle dans l'étude ou la protection de la biodiversité, ben vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités. On peut aussi bien travailler au niveau de la génétique, en bas à gauche, essayer de comprendre mieux comment les organismes sont liés les uns avec les autres par le code génétique. Donc ça, c'est des schémas de l'ADN de différentes espèces de papillons ou de chouettes. On peut aussi devenir chercheur comme moi et faire des expériences. Donc là, c'est des chercheurs qui travaillent sur les plantes. Donc, ils ont essayé d'étudier la croissance des plantes dans un milieu plus ou moins contrôlé. On peut travailler en zoo, qui de plus en plus n'ont pas seulement un but de faire voir la biodiversité au public, mais aussi de la protéger. Beaucoup de programmes de conservation des espèces sont faits au sein des zoos. Vous pouvez travailler dans nos parcs naturels, provinciaux ou nationaux, comme garde et acteurs des parcs provinciaux. Là, on a des chercheurs de mon équipe qui travaillent sur des tortues pour mesurer des tortues et voir si la taille des tortues diminue en fonction de la pollution. Mais vous voyez qu'on peut être aussi des artistes à droite et faire vivre la biodiversité, la présenter au public à travers des peintures. On peut faire de l'agriculture biologique pour préserver la biodiversité. On peut devenir un professeur comme Madame Lemieux, qui vous enseigne la biodiversité et vous fait comprendre la valeur de la biodiversité. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Moi, je fais aussi partie du comité fédéral. Donc, c'est le logo que je vous ai mis en bas. C'est nous qui faisons des recommandations aux ministres sur le statut des espèces, lesquelles sont les plus en danger, en rouge, ou alors celles dont on n'a pas trop besoin de se concerner à l'heure actuelle parce que il y en a beaucoup et que leurs milieux ne sont pas protégés. Donc, nous, on fait des recommandations aux ministres pour qu'eux puissent mettre des lois en place pour protéger les espèces. Donc, il y a vraiment, si la biodiversité vous intéresse et être un acteur pour la protéger vous intéresse, ça peut prendre vraiment tout un tas de formes dans votre vie future. Voilà pour la leçon de choses en quelques minutes. Merci beaucoup, David. OK, donc je vais passer c'était très bien. Je vais passer à des questions. Puis, oui, bien sûr. J'ai Zoé dans la classe de SPI 3C, donc pré-collégial. Puis elle demande, selon vous, quelle serait la plus grande menace envers la biodiversité?
Voilà, la réponse la plus simple, ce serait de dire nous, l'espèce humaine. Mais pour rentrer plus dans le détail, à l'heure actuelle, c'est vraiment malheureusement sur un milieu qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est l'océan, mais la pêche est sûrement la menace la plus importante sur la biodiversité aquatique. Mais sur la biodiversité terrestre, ça reste la pollution et le changement des milieux. Les constructions, on construit de plus en plus de villes, de routes. Les routes, ça crée des barrières, comme je vous ai démontré, donc ça empêche les animaux de se rencontrer, de se reproduire ensemble. Et le changement de milieu, le fait qu'on enlève des forêts, on fait de l'agriculture. Au Canada, on a tous les sables bitumineux dans l'Alberta, qui sont un grand problème écologique. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour l'industrie, qu'on ne fait pas forcément de façon très écologique pour protéger la biodiversité. Ashanti demande comment est-ce que les animaux peuvent reconstruire leur écosystème? Ça, c'est une très bonne question. Si on savait la réponse, je pense que ça irait beaucoup mieux. Il y a quelques animaux qui peuvent reconstruire leur écosystème, mais la plupart du temps, les animaux, ils ne sont pas en mesure de reconstruire un habitat qui est détruit. Par exemple, pour ce que je connais le mieux, les amphibiens, quand un fermier décide de combler une mare parce que ça lui pose un problème pour tourner avec son tracteur ou parce qu'il a besoin d'un champ un peu plus grand, les animaux, le seul choix qu'ils ont, c'est de se déplacer ailleurs, de se disperser pour trouver un autre milieu. Et on a de moins en moins de milieux disponibles. Et pour des animaux, par exemple, comme les grenouilles qui ont besoin d'avoir accès à l'eau pour pondre leurs œufs, le moins de milieux qu'on a avec un élément aquatique, le plus de problèmes on a pour ces espèces-là à se reproduire. Donc, les animaux, malheureusement, ils ont souvent peu l'occasion de reconstruire un site. Ils ont seulement, la solution, c'est d'essayer de se déplacer pour en trouver un autre. Non, OK. Bon, j'ai Sarah, je crois qu'elle est en ligne, mais... Bonjour Sarah. Elle demande pourquoi est-ce qu'il est si important d'avoir un écosystème divers en plusieurs différentes espèces? Ça aussi, c'est une bonne question et ça touche aux questions d'évolution de la planète. Et le fait que quand on a un écosystème qui est très... tout ce que je n'ai pas beaucoup expliqué, c'est que toutes ces espèces-là, qu'elles soient animales ou végétales, elles ont une fonction dans l'écosystème. Elles existent pour une raison. Il y en a qui filtrent l'oxygène, il y en a d'autres qui permettent de dépolluer les milieux. Les insectes, ils favorisent la pollinisation. En ce moment, on parle beaucoup des abeilles et du problème, si les abeilles disparaissent, on n'aura plus beaucoup de plantes à manger parce que tous les arbres fruitiers ou les autres plantes dont on dépend, nous, elles seront plus fécondées par les insectes et les abeilles, entre autres. Et donc, ça va nous toucher, nous, parce qu'on n'aura plus rien à manger. Et donc, d'avoir un écosystème divers, ça permet d'assurer tout un tas de fonctions au même endroit. Et si on détruit ou qu'on endommage les écosystèmes et qu'il ne reste plus qu'une seule espèce, ça veut dire qu'on aura perdu beaucoup de ces fonctions-là. Il ne restera plus que les animaux qui sont ce qu'on appelle généralistes, qui sont très tolérants, qui arrivent à rester dans un endroit malgré le fait qu'ils soient appauvris en espèces. Mais à chaque fois qu'on enlève des espèces, on endommage aussi le réseau trophique, la chaîne alimentaire des animaux. Par exemple, les amphibiens, si on enlève les amphibiens, ça crée des problèmes à la fois pour leurs prédateurs, tout ce qui va être fouine, vison, renard, serpent, qui ne vont plus avoir rien à manger. Et donc, ça va leur poser des problèmes. Et ça va aussi poser des problèmes aux proies les grenouilles, elles jouent un énorme rôle pour la régulation des populations de moustiques. Et donc, si on n'a plus de grenouilles, on va avoir un nombre de moustiques qui va augmenter beaucoup plus. Moi, je trouve déjà qu'au Canada, il y a beaucoup plus de moustiques qu'en France. Donc, s'il n'y avait pas de grenouilles, on aurait énormément de moustiques, ce qui veut dire aussi des risques de maladies comme la malaria et d'autres. Donc, c'est vraiment important de garder une diversité dans les écosystèmes pour que toutes les fonctions, tous les rôles que jouent les espèces continuent d'être assurés dans le futur. Ça me fait penser quand tout le monde dit « on pourrait juste enlever les maringouins ». Oui.
Euh, Marc-Antoine demande comment peut faire le calcul de nombre d'une espèce de plante dans un rayon de 1 km. Alors, on utilise des techniques qui s'appellent les cadras. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, 1 kilomètre, c'est souvent une grande échelle. Et ce qu'on fait, c'est que si on sait que le milieu est homogène, donc que ça se ressemble à peu près sur toute la surface, on mesure sur une plus petite distance. Par exemple, on fait une mesure de, on va dire, 100 mètres pour faire facilement. Et après, on multiplie par 10. Où on fait une mesure sur un carré qui fait 10 mètres sur 10. On mesure toutes les plantes de chaque espèce, on les compte. On compte par exemple, est-ce qu'on a 10 fois la plante A, 20 fois la plante B, 50 fois la plante C. Ça nous donne une proportion de chaque espèce. Et après, on multiplie. Donc, si on l'a fait 10 mètres sur 10 mètres, pour arriver à 1 km carré, si je ne me trompe pas, il faudrait multiplier par beaucoup. Par 1000 ou par 10 000, et ça nous permettrait d'avoir la quantité totale des espèces, de chaque espèce sur la surface d'un kilomètre carré. Donc, on réduit généralement, la plupart des choses qu'on fait en biologie, c'est on réduit à des choses qu'on puisse contrôler, et ensuite on multiplie pour avoir la surface totale. C'est bien. OK, donc là, on va passer à des questions de protection. Oui. Puis Zoé demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour protéger la faune et la flore à la maison. Alors, à la maison, évidemment, ça dépendra aussi, Zoé, si tu habites dans un appartement ou une maison avec un jardin. Mais on va dire que tu habites que tu as un jardin et que ce qui t'importe, c'est vraiment de protéger la faune et la flore de ton jardin. Les premières choses faciles à faire, c'est pas utiliser de pesticides ou d'herbicides. Souvent, on a recours à ces produits chimiques pour essayer de contrôler les espèces sauvages qui nous intéressent un peu moins, qui vont peut-être prendre de la place sur notre pelouse, qui vont empêcher nos tomates et nos carottes de grossir si on a un peu un jardin potager. Mais il y a d'autres moyens de faire de l'agriculture et de contrôler ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Déjà, le terme en lui-même a été un peu biaisé. Sans avoir recours à des produits chimiques. Le problème des produits chimiques, c'est que ça va avoir une action ciblée sur ce qu'on veut faire, mais ça a tout un tas d'actions qu'on ne contrôle pas très bien et de produits chimiques qui vont s'en aller dans la terre et nuire à d'autres espèces, nuire par exemple aux vers de terre, nuire aux insectes du sol qui, eux, ont un rôle important pour aérer la terre, pour assurer une bonne diversité des espèces. Et donc, les produits chimiques, c'est souvent une mauvaise idée, mais il y a des moyens biologiques qu'on peut trouver dans les magasins, où moi, je discutais souvent avec, par exemple, un fermier, et lui, pour éliminer, il avait des problèmes, il y avait beaucoup d'insectes dans son jardin de pommes de terre. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher des grenouilles. Il y avait une mare à côté, il a été chercher des grenouilles, il les a mis dans son jardin potager, et les grenouilles, elles retournaient toujours vers la mare. Et donc, il a orienté son jardin potager entre la mare et là où il posait les grenouilles. Et au passage, les grenouilles, quand elles retournaient vers la mare, elles mangeaient tous les insectes qui perturbaient ces plantes et qui abîmaient ces plantes. Et du coup, il a trouvé un moyen biologique, écologique même, de protéger ces plantes en utilisant les grenouilles comme insecticides. Après, les autres moyens, c'est essayer de laisser des endroits sauvages dans le jardin, de ne pas tout avoir avec des graviers, du bitume, des choses qui soient très, très jolies pour notre œil, mais qui ne sont pas forcément très diverses, mais de se garder un endroit de jardin où il y a justement des mauvaises herbes, des grandes plantes, ça favorisera la biodiversité. On peut aussi faire pour les insectes, on peut mettre de plus en plus des espèces de maisons pour les insectes qu'on trouve de plus en plus dans les magasins, qui permettent aux insectes, notamment les abeilles et ces animaux-là qui ont besoin d'hiberner, de venir passer l'hiver dans un endroit qu'ils ne trouveront peut-être pas quand on a supprimé leur milieu. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut facilement faire à la maison pour maintenir une certaine diversité dans son jardin. Okay, merci. Marc-Antoine demande, est-ce qu'il y a certains types de plantes qui pourraient avoir un effet négatif sur d'autres plantes? On connaît souvent les animaux, on parle souvent des proies et des prédateurs. Tout le monde a vu un
un documentaire à la télévision avec les lions qui mangent les zèbres en Afrique. Mais chez les plantes, c'est la même chose. Il y a des plantes qui sont, alors elles ne se mangent pas les unes entre elles, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais il y a aussi des plantes qui sont plus agressives que d'autres, des plantes qui prennent plus de place. Souvent, c'est plus, au lieu de détruire les unes les autres comme pourraient le faire les proies et les prédateurs, c'est plus en termes d'espace. Il y a des plantes qui vont prendre beaucoup plus de place que d'autres. Par exemple, quand on regarde les abords des étangs et des lacs, on a les grands roseaux, qui sont une espèce importée d'Europe, qui ne devrait pas être chez nous, et qui se multiplient très vite, qui prennent beaucoup de place et qui empêchent les plantes naturelles du Canada de grossir. Donc, c'est souvent des plantes qui prennent beaucoup de place, qui utilisent la nourriture aux dépens des autres endroits. Et c'est souvent de plus en plus des espèces qui sont envahissantes d'autres pays. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi quand on se déplace d'un endroit à un autre, notamment quand on fait faire du camping avec du canoë ou quand on se déplace avec sa voiture, d'essayer de nettoyer ses bottes, de nettoyer son bateau et pour ne pas emmener des plantes dans un endroit où elles vont être néfastes pour les plantes naturelles. Merci. Jamieson demande quelles sont les méthodes qui sont mises en place pour protéger la faune et la flore. Ça prend plusieurs niveaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça commence par le niveau légal, donc au niveau des lois du Canada. Quelles sont les lois en place qui nous permettent d'assurer la protection des espèces? Souvent, c'est des lois qui sont importantes, mais qui ne sont pas extrêmement précises sur quoi faire sur le terrain. Par exemple, ça va dire telle espèce de tortue, il faut la protéger. Il faut protéger son habitat. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur place, il faut qu'il y ait des groupes de citoyens volontaires, généralement, qui, par exemple, pour les tortues ou les grenouilles, fassent du lobbying, poussent pour que des tunnels soient mis en place sous les routes, pour qu'elles puissent traverser les routes sans se faire écraser. Ou mettre des barrières aux abords des routes pour justement qu'elles ne rentrent pas sur les routes pour se faire écraser. C'est replanter du milkweed, je ne sais pas en français, la plante que les papillons monarques qui assurent leur migration au travers du Canada puissent trouver, se nourrir, se reposer avant de repartir. C'est faire des actions comme ça de façon ponctuelle pour assurer la conservation des animaux et des plantes sur place. C'est s'assurer que qu'il n'y ait pas d'espèces, je vous parlais tout à l'heure des espèces envahissantes, et on ne connaît pas tous les effets des espèces envahissantes, mais c'est essayer de limiter les espèces qui arrivent d'autres pays ou d'autres milieux dans nos milieux à nous. C'est sûrement l'un des meilleurs moyens d'essayer de protéger nos espèces. Souvent, soit elles arrivent et elles prennent la place de nos espèces, soit elles amènent des maladies aussi, dont nos espèces à nous ne sont pas protégées. Puis, Jean-Mathieu demande, lorsqu'un milieu devient un parc national provincial ou un milieu protégé par le gouvernement, devient-il plus durable? C'est effectivement le but et c'est souvent comme ça que ça fonctionne parce qu'on est quand on nomme un parc ou une zone protégée, la première chose qui est faite associée avec ça, c'est qu'on enlève toutes les pressions actuelles, toutes les pressions qui vont être mises sur d'autres milieux. Donc, on s'assurera qu'il n'y aura jamais de route qui traversera ce milieu-là. Il n'y aura jamais de développement d'un supermarché ou d'un certain nombre de maisons qui vont se faire. Il y aura nettement moins de gens qui vont y aller avec des 4 roues pour aller faire de la chasse et de la pêche. Donc, il y aura beaucoup moins de pression sur ce milieu-là. Et il va évoluer de façon quasi naturelle. Évidemment, le changement climatique, le réchauffement de la planète, ce n'est pas un parc provincial qui va l'empêcher. Donc, il y a certaines choses qui vont quand même agir sur la biodiversité, mais on va enlever le maximum de pression qui sont faites sur les autres milieux quand on décide de nommer des parcs provinciaux ou nationaux. Puis, je vais aller à les carrières maintenant. Zoé demande quelle serait la meilleure carrière pour une personne qui aime explorer les différents écosystèmes. La recherche.
Moi, c'est vraiment, je vais peut-être faire des jaloux, mais je pense que j'ai le meilleur métier du monde. Non seulement j'ai la chance d'enseigner aux jeunes étudiants, donc à la nouvelle génération de Canadiens, et on a de plus en plus d'étudiants de l'étranger qui viennent étudier au Canada et qui vont pouvoir changer, qui vont pouvoir créer plus de parcs nationaux, qui vont pouvoir faire que les industries polluent moins et réfléchissent mieux, qu'on va recycler plus nos aliments, qu'on va consommer moins aussi. Donc ça, c'est un rôle aussi important dans la conservation de la biodiversité, c'est former la nouvelle génération de citoyens. Mais au travers de mes recherches sur les amphibiens, j'ai été au Panama, j'ai été en Afrique. Là, j'ai des projets dans les territoires du Nord-Ouest, à côté d'une ville qui s'appelle Fort Smith et dans un parc national qui s'appelle Wood Buffalo National Park. Donc, j'ai la chance de faire mon travail dans des endroits très intéressants, des pays différents. Sur les photos de grenouilles que je vous ai fait voir, c'est des grenouilles que moi j'ai vues au Panama. Donc, si on aime voyager et qu'on est curieux de l'environnement en général, trouver un moyen de faire de la recherche en conservation, c'est souvent un bon moyen de faire les deux à la fois. C'est intéressant. Ça. Puis Ashanté demande si tu étais un biologiste marin, comment pourrais-tu faire un échantillonnage? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent le milieu qu'on connaît le moins bien, qui n'est pas facile d'échantillonner. Je prends un exemple un peu plus facile. Dans les lacs, par exemple, qui sont fermés, on connaît les limites des lacs. Les échantillonnages qu'on fait, on le fait souvent avec des filets. Donc, on laisse les filets pendant un certain moment donné. Les poissons viennent se prendre dedans. Ils ne meurent pas forcément d'ailleurs. Et on peut compter les différentes espèces de poissons avant de les relâcher. Et donc, on sait si on a mis le filet, que le filet fait telle taille, qu'on l'a laissé pendant 24 heures. On peut encore une fois, comme pour les plantes tout à l'heure, calculer quelle est la population de tel poisson pour tout le lac. Dans les océans, c'est plus dur parce que les calculs, on peut faire le même système, mais évidemment, le calcul, à chaque fois qu'on multiplie par des très grands chiffres, on augmente la chance de faire des erreurs. Donc, c'est beaucoup plus approximatif pour les océans de dire la population de thon ou de dauphins ou fait telle taille. Mais souvent, on peut aussi utiliser pour les mammifères marins qu'on arrive à capturer, on met des espèces de balises sur eux qui, avec les satellites, nous permettent de les suivre et d'en savoir plus sur leur vie et de savoir combien de temps ils vivent, quel est leur mode de reproduction, est-ce qu'ils vont avoir 2 jeunes, 3 jeunes ou 10 jeunes par an ou tous les 2 ans. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la biologie pour échantillonner et faire un calcul de taille. Mais après, si ce n'est pas forcément la taille de la population qui nous intéresse, mais plutôt le comportement, on fait des suivis en bateau, encore une fois, en faisant de la plongée ou avec des caméras pour essayer de comprendre mieux le comportement de ces animaux-là. Merci. Sarah demande si, je ne sais pas si tu vas savoir la réponse, mais quelle sorte de coop, genre apprentissage, disons, qui pourra faire pour donner un goût sur les différentes carrières en biodiversité? L'idéal, c'est d'en faire plusieurs pour avoir un peu un goût à tout, parce que je ne pense pas qu'il y a un stage de coop qui va te donner un aperçu de tout. Si c'est peut-être le milieu de la recherche qui t'intéresse, c'est de contacter une université ou un collège à proximité et de voir si tu peux aller passer quelques heures par semaine ou pendant les vacances avec quelqu'un qui t'aidera. Moi, je prends souvent des élèves de 12e année l'été avec moi pour aller travailler sur les grenouilles. Si c'est plus les carrières vétérinaires, c'est d'aller voir une clinique vétérinaire pour voir si, encore une fois, tu ne peux pas faire un stage chez eux et de voir comment eux soignent les animaux. Les zoos, il n'y en a pas partout des zoos, donc ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi un bon endroit pour connaître les différentes espèces et peut-être avoir une idée sur quelle espèce tu veux travailler. Le ministère des Ressources naturelles qui encadre tous les parcs provinciaux
de l'Ontario et c'est pareil dans les autres provinces. Eux, ils prennent aussi des étudiants de coop, généralement pour faire des activités pendant l'été dans un certain parc. Donc là, ça peut être une autre facette de la protection des animaux et des métiers de l'environnement. Donc, il faut essayer d'en faire plusieurs et de voir ce qui t'intéresse le plus. Oui. Alexandra demande, il y a-t-il plus d'emplois en lien avec la conservation de l'eau qui se font créer à cause des sécheresses et des désastres naturels? Je ne sais pas s'il y en a plus à cause de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a une grande partie dont je n'ai pas parlé, c'est que la protection du milieu aquatique, ce n'est pas seulement la protection des espèces animales ou végétales, c'est aussi la qualité de l'eau. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans les techniques chimiques de l'eau pour essayer de faire déjà des mesures de la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup de mercure? Est-ce qu'il y a beaucoup de chlore? Est-ce qu'il y a beaucoup de métaux dans l'eau? Et ensuite, de développer des techniques de filtration ou d'amélioration, de recyclage de l'eau pour protéger l'eau, avec l'idée c'est que si on a une eau de bonne qualité, c'est déjà un grand pas pour protéger les espèces qui vivent dans cette eau-là. Donc oui, il y a beaucoup de métiers qui sont associés à l'eau, parce que aussi bien sur l'analyse et la qualité de l'eau qu'ensuite sur la protection de l'eau. La sécheresse, souvent les sécheresses et les problèmes qu'il y a par rapport à la quantité d'eau, c'est lié à d'autres problèmes plus généraux. Alors, il y a évidemment les problèmes liés au changement climatique et que les températures augmentent, mais c'est souvent aussi lié à des problèmes d'irrigation et des phénomènes et des processus qu'on a mis en place pour l'agriculture ou l'industrie, qu'on a détourné des rivières et que plusieurs kilomètres en amont, on s'aperçoit que l'eau, elle n'arrive plus. Par exemple, je crois que c'est le delta du Colorado qui, au sud des États-Unis, donc il passe par le Grand Canyon, il y a de l'eau, mais il a tellement été utilisé au fur et à mesure de son cours pour des barrages électriques, pour de l'agriculture, pour tout un tas de choses, pour s'assurer qu'à Las Vegas, en plein milieu du désert, on puisse avoir des golfs et des fontaines, que tout en bas, l'endroit où il doit se jeter dans la mer, donc ce qui s'appelle le delta, où avant il y avait plein de vie, il y avait plein d'eau, des poissons, des oiseaux qui vivaient là, et maintenant il y a quasiment plus d'eau. On est arrivé à un endroit où dans le lit de la rivière, on a un désert à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que c'est pas à cet endroit-là qu'il faut réparer le problème, c'est bien en amont qu'on a créé le problème. Donc, c'est pas des métiers qui vont être liés directement à résoudre le problème pour l'endroit où il y a de la sécheresse, parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas la faire arriver par magie. Mais c'est en amont essayer que les industries, l'agriculture et l'activité humaine soient faites de façon plus conservatrice de l'eau, plus respectueuse de l'eau. Okay, merci. Puis, je pense une dernière question. Il y a plusieurs élèves qui ont demandé, est-ce qu'il y a beaucoup de carrières disponibles? Moi, je dirais que oui. Si vous m'avez demandé est-ce qu'il y a beaucoup de carrières pour travailler dans les zoos, la réponse aurait été non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zoos déjà, et il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans les zoos. Donc, la compétition pour trouver et travailler dans un zoo, elle est difficile. Mais si on pense à la conservation d'une manière plus générale que les zoos, il y a effectivement dans la dernière diapositive, et d'ailleurs, je peux partager mes diapositives avec vous si vous voulez les réutiliser. Il y a vraiment, vraiment plein d'options pour faire de la conservation des espèces à l'extérieur des zoos. Donc, il y a vraiment plein de carrières. C'est souvent des carrières où il faut faire des études universitaires. Mais si on est passionné par la conservation, il y a vraiment des moyens de travailler dans plein d'endroits différents pour plein de choses où l'objectif ultime et le rôle qu'on aura et quand on rentrera chez soi le soir, on se dira qu'on a fait quelque chose de bien pour la conservation.
Donc, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que j'ai passé à travers de la plupart des questions. Ça m'a fait plaisir. Bien après